Passons à une deuxième partie de cette petite réunion, conférence, qui est, que je vous propose, quelques bienfaits d'habiter. Nous venons de nous apercevoir qu'habiter, ça ne peut être comparable à la prise d'un cachet d'aspirine quand on a mal à la tête. Non seulement ça demande une autre implication, ça demande, comme je viens d'essayer de le traduire, une prise en profondeur et une intériorisation. Et donc, ça nous demande à changer d'habitude. Et il y a aussi dans cet acte-là quelques bienfaits. Je voudrais simplement nommer quelques amplifications de présence. Une capacité à embrasser plus grand que soi et une rencontre avec une dimension humaine. Dans ce côté de ces bienfaits, pour vous donner une image, nous attendons le printemps, mais nous avons vécu des printemps, ces sorties d'hiver, avec ces changements de température, avec les jours qui s'allongent, avec la poussée des plantes que l'on sent, car de jour en jour, on les voit grandir. La nature nous montre à chaque printemps non seulement un renouveau, mais aussi une poussée de croissance, une pulsion de vitalité. Et je ne peux pas faire autrement que de me dire, mais en fait, est-ce qu'habiter n'est pas un printemps dans notre quotidienneté? Je voudrais vous faire part de ce que j'appelle de ces quelques printemps. Par exemple, un ressenti terre-espace, de ce qu'il y a de terre, de la densité, de la stabilisation que représente la terre, de l'espace, de l'ouverture et de l'expansion que peut représenter l'espace. Il y a dans cette relation terre-espace que nous pouvons ressentir, par exemple, lors de grands paysages. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de ces paysages panoramiques dans lesquels on est accroché à des accidents de rochers ou de terre et où on découvre de grands panoramas. Souvent, dans ces lieux-là, il y a une table d'orientation qui nous permet de balayer plusieurs dizaines et centaines de kilomètres à la ronde des grands horizons, et en même temps nous sommes là accrochés à un rocher, à des éléments. Là on ressent un élément de terre très fort face à une très très grande ouverture, de très très grands horizons. Nous avons là un rapport terre-espace extrêmement fort. Nous avons aussi un rapport contenant-contenu. Par exemple, dans le feng shui, c'était une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir pendant quelque temps, où la terre prenait la forme du ciel, ou du moins, suivant le ciel, la terre était différente. Cela partit de ce principe que la terre est un contenu par rapport au ciel qui est un contenant, et vous le savez, la plupart des fois, quand vous mettez de l'eau dans une carafe, elle prend bien la forme de la carafe ou de la bouteille dans laquelle vous la mettez.
Et dans ce rapport contenant-contenu, il y a toujours ce phénomène d'adaptation du contenu au contenant. Cette relation de contenu et de contenant devient extrêmement importante parce que, suivant que nous nous situons, que nous soyons le contenant ou le contenu, elle nous permet de prendre sans morale un rapport d'humilité ou, je dirais, de résonance de l'un par rapport à l'autre. C'est une forme de relativité qui me paraît être extrêmement importante. Autant le ressenti terre-espace favorise une profondeur et une ouverture de soi, autant ce rapport de contenant et de contenu favorise ce positionnement. Un autre élément de sensation qui aussi est un des bienfaits de ce sentiment d'habiter est cette sensation de poids et d'allègement. Nous avons tous connu des après-midi d'été très chaudes, lourdes, qui finissent d'ailleurs par un orage, et dans lesquelles nous sentons toute cette lourdeur, toute cette humidité. Et puis quand viennent les premières gouttes de l'orage, eh bien là, il y a une légèreté qui commence à se faire. Il y a des senteurs de la terre qui commencent à passer, la température baisse un peu. Il y a là, on se sent mieux, on respire mieux. Il y a un allègement. Dans cette relation de poids et d'allègement, il y a un effet de libération qui se passe. Ce que je veux traduire, c'est que tous ces renouveaux émotionnels, qui soit cette ouverture de soi, qui soit cette relativité, comme dans le contenant contenu, ou qui soit cet allègement, il participe d'un soulèvement d'un voile de liberté, esquisse d'une spiritualité, nous reliant à une énergie en résonance au vivant, à une permanence au-delà de soi. C'est-à-dire, cela nous met une autre dimension, une autre infinité, et je pourrais dire qu'à ce niveau-là, on pourrait appréhender que l'éternité ne serait pas de trop. Et dans cette phrase, l'éternité ne serait pas de trop, ça peut nous donner de la patience. Autrement dit, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ce n'est pas de la morale qu'il y a, mais avoir de la patience, avoir de la profondeur. Nous pouvons le retrouver quand nous devenons animés et nourris de perceptions, qu'elles soient sensorielles, spatiales, et que ces nourritures-là nous vitalisent. Et elles nous vitalisent parce qu'elles mettent en résonance ce qui est le plus profond en nous, l'humain, capable d'être animé. Je continue pour vous dire que habiter est aussi une habilité à embrasser plus grand que soi. Robert est un musicien qui joue du violoncelle. Il jouissait d'ailleurs d'une certaine réputation dans le monde du violoncelle. Et Robert m'a posé non pas des questions, mais ça m'a interrogé. Il se plaignait, alors il appelait son violoncelle le biniou, il se plaignait de cet instrument en disant « Oh là là, il est encombrant ». Évidemment, il fallait pratiquement une voiture pour le déplacer. Et il se plaignait parce que il fallait que tout le temps, tous les matins, ou à un moment de la journée, il puisse jouer de son biniou. Ça m'interrogeait parce que je me suis dit, mais quand même, voilà quelqu'un qui n'était pas tout jeune, qui avait déjà une grande expérience. Je me dis, il n'a pas besoin de se dégourdir les doigts, ni rien. Il n'a pas besoin de reconnaître les notes de musique, il connaît tout ça par cœur. Mais pourquoi éprouve-t-il le besoin de régulièrement, voire plusieurs fois par jour, avoir ce rapport avec ce biniou? En fait, en y étant plus attentif,
Dans un premier temps, je me suis aperçu que quand c'était Robert qui parlait, Robert qui mangeait ou discutait, qui échangeait, c'était un Robert. Mais quand Robert était avec son bénou, là, il changeait. Il y avait une espèce d'osmose entre lui et son instrument qui faisait qu'il y avait une vibration, une unité. Et la deuxième chose qui a été un déclic, c'est qu'un jour, dans une discussion, elle me dit, oh, ben, tu sais, de toute façon, les musiciens, on fait toujours des fausses notes, il ne faut pas croire. Hein. Il n'existe pas de concert sans fausses notes. Je dis, oh, attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Évidemment, il ne s'agissait pas des fausses notes du débutant en musique, mais il s'agissait de ces fausses notes, celles qui ne sont pas totalement ou suffisamment justes. Et j'ai compris, grâce à lui, qu'en fait, ces fausses notes dont il parlait, c'était un manque de justesse. Et il avait besoin de cette justesse et d'être en résonance avec cette justesse. Et en ce sens-là, son bénou, qui était difficilement transportable, était vraiment pour lui un instrument de torture, bien que, grâce à son bénou, il devenait Robert. Voilà quelque chose qui peut nous relier à ce que j'appelle ce souffle vital. Car là, avec Robert, par cette résonance et cette vibration, il y avait quelque chose de ce souffle vital que je voudrais vous dire un tout petit mot là-dessus. J'aime beaucoup des choses de l'art en Asie. Il n'y a pas encore très longtemps, je regardais Jardin de longévité de Rambach, qui est un livre très vieux maintenant, qui doit avoir 20 ou 30 ans d'âge. Et dans ces jardins de longévité, je m'aperçois d'une chose, non seulement de cet art de lever les pierres, de cette justesse à établir entre des choses petites, de grandes choses, et de cette notion de longévité, dans laquelle la longévité, ce ne serait pas un nombre d'années, mais cette capacité à entretenir un état de jeunesse. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça m'amène au jardin japonais. Si vous réfléchissez à un jardin japonais, il nous paraît très grand alors qu'il est tout petit. C'est souvent quelques mètres carrés. Et dans ces minuscules choses, nous avons des immensités. Ce rapport me ramène à ce phénomène d'espace qui n'est plus un phénomène dimensionnel, et de là qui peut me permettre d'expliquer pourquoi cette expansion d'espace. Autrement dit, ces attitudes à habiter et ces bienfaits d'habiter, puisque j'appelle ça un bienfait, cette capacité à embrasser plus grand que soi, m'amène à une notion de l'habitance. Alors, pour vous parler un peu de l'habitance, c'est un vieux mot français. Ce n'est pas un mot de création comme Cantercel, mais c'est un vieux mot que l'on a oublié. Parce que quand on rajoute, par exemple, à soutenir, soutenance, à maintenir, maintenance, c'est-à-dire ce suffixe -ance, on peut dire habiter, habitance. Il y a porter, portance, etc. Et c'est là le fait que ce vieux mot français ait disparu par rapport à habiter, non seulement m'interroge sur le fait, est-ce qu'on habite? Et peut-être de l'intérêt dans ces moments où on commence à s'interroger sur les bienfaits d'une civilisation qui commence à dérailler, si habiter ne pourrait pas nous aider. Aptitude à habiter, bienfait d'habiter, constituent donc des ingrédients d'une habitance à habiter, chemin à parcourir à plusieurs. Nous enrichissons des différences,
Ces richesses de diversité sont comparables à une globalité généreuse de la nature. Habiter à un lieu, ou plus poétiquement, en un lieu, l'espace de demeurer, mûrissement de quête humaine, qu'avec le lieu, nous démultiplions et retrouvons en révélant, l'espace d'y être. Voilà un peu pour, non pas conclure, parce qu'on va continuer à discourir, mais quelques éléments de ce que dans cet essai de l'habitant habité, je me propose d'aborder.